passe à la deuxième présentation du coup. On appelle un trio de... Merci. Trio de pharmaciens, donc Dr Charlotte Bérard pour l'APHM, Wakil Azouza pour l'Institut du cancer de Mougins et Françoise de Crozel pour l'Institut du cancer d'Avignon-Provence. Non, c'est surtout au niveau de la taille. Hein oui, c'est bon. Donc, une présentation sur l'immunolearning qu'ils ont développé pour accompagner les patients sous immunothérapie. Merci, bonjour à tous. Donc, tout d'abord, merci pour l'invitation et pour présenter ce projet. Donc, cet outil et ce projet, du coup, qui a le même nom, immunolearning. Donc, c'est un projet qui est porté par l'APHM en collaboration avec l'hôpital privé Arnaud V et l'Institut du cancer de Mougins et également l'Institut Sainte-Catherine, Institut du cancer Avignon-Provence, l'ICAP. Donc, le docteur Wakil Azouza et le docteur Françoise de Crozel vous présentera un peu plus en détail comment ils ont intégré dans leur structure cet outil et je vais tout d'abord vous faire une présentation générale. Dans le bon sens, excusez-moi. Donc, tout d'abord, pour un peu vous parler du contexte de ce projet, de la genèse en fait de ce projet. Donc, bien évidemment, il s'inscrit dans l'essor qu'on connaît maintenant depuis à peu près 15 ans de l'immunothérapie. Donc, l'immunothérapie, elle a vu largement ses indications s'élargir et notamment également du coup son nombre de patients. Si on prend les dernières données de l'INCa en 2022. Donc, c'est 74 631 patients qui sont traités par immunothérapie. Et quand j'emploie le mot immunothérapie, je parle, moi, d'inhibiteurs des checkpoints. Donc, ce qui représente à peu près 19% par rapport à l'année 2021. On voit aussi donc un prolongement de la durée de ces traitements, puisqu'on n'a toujours pas réussi à répondre à la question quand il fallait arrêter l'immunothérapie, notamment sur des stades avancés. L'autre point, c'est un peu l'évolution du parcours de soins des patients qui sont traités par immunothérapie, qui vont de plus en plus vers l'ambulatoire et l'hospitalisation à domicile, et notamment avec l'espacement des intervalles d'administration. Autre point aussi, et c'est celui-là qui nous a particulièrement intéressés en fait dans l'initiation de ce projet, en fait, c'est la gestion des toxicités sous immunothérapie qui est un enjeu majeur, puisque ces toxicités, elles sont totalement diversifiées. Clairement, il peut tout arriver aux patients. Elles peuvent être imprévisibles et elles peuvent être, la plupart du temps, elles sont bien gérées, mais elles peuvent être également sévères et engager le pronostic vital du patient. Le fait qu'elles soient prises en charge précocement va être essentiel, notamment dans le succès de la thérapie, puisque ça permet d'éviter les complications graves et notamment ça réduit le perte de chance du coup pour le patient, puisque une prise en charge tardive pourrait être du coup synonyme d'un arrêt précoce de la thérapie. Et enfin, une difficulté un peu plus récente est que l'immunothérapie, donc on est arrivé un peu au bout de ce qu'on faisait avec les anti-PD-1, anti-PD-L1, et donc du coup sont de plus en plus associés à d'autres thérapeutiques qui sont notamment les thérapies ciblées, la chimiothérapie et maintenant même les anticorps conjugués médicaments. Donc, au final, l'objectif de ce projet, c'est de pouvoir éduquer au mieux le patient à la surveillance, à la détection de tout effet indésirable qui serait lié à son immunothérapie, afin qu'il soit capable de le signaler le plus précocement possible à son équipe soignante et ainsi éviter un retard de prise en charge et un arrêt prématuré de sa thérapie. Donc cet outil numérique, donc pédagogique en santé, donc qu'on a appelé l'immunolearning, c'est un outil qui a été développé par plusieurs professionnels de santé. C'est une collaboration entre médecins, pharmaciens, donc notamment les docteurs Coréard et les docteurs Pourroy et le docteur Monestier qui est onco-dermatologue. Ouais, j'ai plus de... Ouais, voilà.
c'est pas grave, qui ont participé à l'élaboration de cet outil, qui fait que donc le contenu qui est diffusé donc est un contenu scientifique qui est approprié, validé et vulgarisé au mieux pour les patients. On a voulu que ça soit un format facile d'accès, du coup outil numérique qui peut être consultable à tout moment du parcours de soins, donc à distance, donc à la maison ou en hôpital de jour. Le contenu, on a voulu le rendre le plus ludique, le plus interactif possible. Je vais vous en montrer un petit extrait juste après. Et enfin, donc l'objectif était de diffuser une éducation adaptée à tous les patients. Donc c'est un outil qui se veut pour tout patient qui reçoit des inhibiteurs de checkpoint, quelle que soit la localisation de cancer et qu'importe l'inhibiteur de checkpoint. Donc c'est un essai qui est multicentrique. Je vous ai présenté les centres au début. C'est un projet qui a bénéficié d'un soutien multiple industriel, notamment de 4 laboratoires pharmaceutiques. Et enfin, donc bien évidemment, nous, professionnels de santé, on a élaboré tout le contenu de la plateforme, mais c'est pas nous qui avons digitalisé ce parcours. On a fait appel à une société qui était spécialisée justement sur des parcours pédagogiques en santé, et c'est la société Edutera. Donc je vous montre de suite un petit extrait en espérant que la vidéo marche. Donc vous voyez, l'outil se présente ainsi. Le patient va pouvoir se connecter grâce à son adresse mail et un mot de passe qu'on lui aura fourni. Je ne sais pas s'il y a le son sur la vidéo, mais c'est pas très grave. Donc voici, c'est la plateforme sur laquelle il atterrit quand il se connecte. Donc il va pouvoir avoir accès à son parcours de formation avec les différentes étapes. Donc vous avez un premier module comprendre l'immunothérapie, le deuxième parcours de soins et le troisième sur les effets indésirables, et qui se finit par un petit questionnaire de satisfaction. Donc, en introduction, il va devoir remplir un test initial des connaissances qu'il a sur son traitement, ce qui va nous permettre de mesurer la montée de compétences à la fin, puisqu'il aura accès au même questionnaire à la fin. Là, vous avez le premier module, donc qui concerne un peu comment marche l'immunothérapie, quelles sont les différences aussi avec les autres traitements qu'on retrouve dans le cancer, donc la chimiothérapie, thérapie ciblée. Là, je vous montre notamment, on a voulu privilégier l'animation motion design pour La chimiothérapie empêche la multiplication rapide des cellules tumorales, mais elle agit sur toutes les cellules en division et peut donc ainsi toucher des cellules saines. La radiothérapie élimine les cellules cancéreuses localement par l'exposition aux radiations. Les thérapies ciblées, quant à elles, vont cibler spécifiquement des molécules impliquées dans le développement et la multiplication des cellules cancéreuses. Les traitements par immunothérapie vont quant à eux agir en restaurant l'activité de certaines cellules immunitaires pour que celles-ci reconnaissent et détruisent les cellules cancéreuses présentes dans l'organisme. Ils visent donc à stimuler le système immunitaire. Donc vous voyez, l'objectif était vraiment de vulgariser un max pour les patients. Donc ils ont une petite transcription audio à chaque vidéo, animation, motion design s'ils souhaitent lire. Et chaque rubrique est alimentée par un en savoir plus qui a été, pour lequel on les a alimentés avec notamment des documents de laboratoire ou alors de sociétés savantes ou d'instituts du cancer. Donc là, vous avez le deuxième module qui est pour expliquer le parcours de soins du patient qui va recevoir de l'immunothérapie avec notamment des vidéos. Et enfin, le dernier qui est le plus important, donc sur la détection des effets secondaires. On a intégré des petites animations, notamment pour les signes d'alerte, où le patient du coup peut se balader sur les différents symptômes qu'il peut avoir et pour qu'ils puissent les détecter. Et enfin, donc bien évidemment, on lui explique pourquoi c'est important de prendre en charge précocement ces effets indésirables. Et on va aussi lui apprendre donc, quels sont ces effets indésirables. On a créé un corps humain interactif où il peut se balader et découvrir les différents effets secondaires. Quand il clique dessus, il va atterrir sur un diaporama qui va un peu plus lui expliquer en détail les différents, alors ça je ne vous le montre pas, mais les différents signes d'alerte, les différents symptômes, les questions qu'il va devoir se poser dans l'intervalle de
ses cures, etc. Il a également des fiches synthèse à la fin de chaque module qu'il peut télécharger ou imprimer. Et chaque fin de module est également accompagnée d'un petit quiz de 5 questions. Et nous avons intégré dans ce module aussi un peu des idées reçues sur le cancer en général et sur l'immunothérapie. Et enfin, voilà, le test de fin de connaissance qui est le même que celui du début. Et enfin, un questionnaire de satisfaction qui nous permet d'évaluer l'outil. Je pense que la vidéo est terminée. Comment tout ça se passe en pratique et comment on l'a mis très schématiquement en place dans le parcours de soins du patient, donc dans nos institutions. Donc en fait, l'outil immunolearning est proposé aux patients lors de l'intérêt, c'est au début de son traitement, bien évidemment. Donc au début de son immunothérapie, donc lors de son premier HDJ. Il peut être proposé par tout professionnel de santé, que ce soit médecin, pharmacien, IDE, IPA, peu importe. On lui laisse un document qui lui synthétise du coup ce qu'il va retrouver comme information sur cet outil et bien évidemment la manière dont il doit se connecter. Nous, en fait, on n'a uniquement qu'à recueillir son adresse mail. C'est ce qui va permettre du coup de l'inscrire sur la plateforme qui n'est actuellement pas ouverte à tout public. Et enfin, après, derrière, il va pouvoir, à partir de ce moment-là, on lui envoie un email en lui disant qu'il a bien été inscrit à la formation et il peut y accéder. Alors ça, on va parler d'un peu des différences de nos différents établissements. Donc soit à partir de tablettes directement disponibles dans les hôpitaux de jour, soit alors tout simplement avec son matériel, ses appareils électroniques à domicile. Pour vous donner les quelques premiers chiffres, même si ces résultats ne sont pas tout à fait complets, je vous présente que le début. Donc cet outil, maintenant, ça fait à peu près 1 an qu'il a été mis en place, que ce soit à l'APHM. Donc l'APHM, on a fait le choix du service d'oncodermatologie dans un premier temps, puisque nous, pharmaciens, on intervient déjà pour les patients qui sont traités par thérapie ciblée. Et un petit peu plus tard, début d'année 2024, il y a également du coup le Mougins et Avignon qui nous ont rejoints. Donc à peu près un peu moins d'1 an, donc il y a 176 patients à qui la formation a été proposée et il y en a 136 qui ont accepté d'être inclus dans le programme de formation. Généralement, c'était un manque d'internet ou alors un manque d'envie d'avoir des informations en plus. Parmi du coup ces 136 patients, donc on peut voir qu'on en perd quand même pas mal puisqu'il y en a 63% qui débutent en fait le parcours de formation, ce qui représente 46%. Et derrière, dans la formation, si on regarde un peu le nombre de modules complétés, on voit qu'il y a pas mal de patients qui sont curieux, 36,5%, qui vont aller voir un peu à quoi ça ressemble, le test introduction, 9,5% qui vont faire un module. Et par contre, c'est vrai qu'à partir du moment où ils ont fait un module, ils ont tendance à continuer du coup la formation. On arrive à 31,7% des patients qui ont débuté la formation et qui sont allés du coup jusqu'au bout. Au niveau de l'amélioration des connaissances, donc je vous ai parlé du test du début, du test à la fin. Donc si on regarde un peu le pourcentage le taux de réussite, donc avant formation, vous avez un taux de réussite d'environ 40% qui est augmenté à 70% du coup après formation. Donc un peu pour vous parler de retour d'expérience et de nos différentes organisations dans nos établissements. Donc je commence par l'APHM. Donc comme je vous l'ai un peu dit, nous, nos ressources humaines pharmaceutiques, elles sont uniquement dédiées principalement aux patients qui sont traités par thérapie orale, que ça soit de la chimiothérapie, mais majoritairement du coup des thérapies ciblées. On intervient dans 2 services, le service d'oncodermatologie du professeur Richard et le service d'oncologie médicale du professeur Dufaux. La différence entre ces 2 organisations, c'est que notamment pour la dermatologie, on va intervenir en hôpital de jour et c'est pour ça qu'on a voulu déjà commencer à cibler ce service-là pour voir un peu au niveau organisationnel et comment ça prenait au niveau des patients. Concernant le service d'oncologie médicale, l'organisation elle est un peu différente parce qu'il y a une vraie plateforme d'appui à la gestion des traitements oncologiques avec notamment des infirmières coordinatrice, voilà. Mais bientôt, on va parler également d'hôpital de jour pour les patients qui sont traités par thérapie orale et j'espère qu'on pourra également leur proposer l'outil parce que bien évidemment, ils accueillent des patients qui sont traités par immunothérapie. Voilà, je laisse la parole du coup au docteur Azouza.
Merci Charlotte pour cette super présentation. Alors, Wakil Abdouza, je suis pharmacien à Arnaud de Sanck et à l'Institut du cancer de Mougins. Alors, je vais vous expliquer un peu l'organisation qu'on a mis en place sur notre site. Alors, à Mougins, les pharmaciens étaient impliqués sur les consultations pharmaceutiques pour les thérapies orales anticancéreuses. Et puis, on avait un suivi des patients par une application connectée. D'ailleurs, il y a un poster qui est là-bas sur cette application. L'idée, c'était aussi d'être impliqué sur les patients sous immunothérapie parce qu'on a quand même de plus en plus de patients sous immunothérapie. À Mougins, on traite globalement quasiment toute la cancérologie solide. Donc, en fait, avec toutes les indications des immunothérapies, ça fait un bon nombre de patients. Et donc, les effets indésirables, on va en avoir de plus en plus. Les graves aussi, qu'on ne voyait pas forcément parce qu'on avait une petite file active. Alors aujourd'hui, on va avoir une grosse file active de patients sous immunothérapie. Et l'idée, c'est que nous, pharmaciens, l'idée, c'était d'intervenir aussi auprès de ces patients. Et avec cet outil-là, ça nous a donné l'opportunité dans le développement de se dire, on va pouvoir toucher les patients avec une information un peu plus approfondie pour les aider à prendre en charge et à gérer précocement leurs effets indésirables. À Mougins, on a la chance d'avoir l'unité de préparation des anticancéreux au sein de notre hôpital de jour, ce qui fait qu'on a une proximité avec les équipes soignantes, les oncologues et les patients. Ça nous permet d'aller voir les patients très rapidement, on est à quelques mètres d'eux, donc on peut interagir très facilement. On a proposé, donc on a présenté l'outil aux oncologues, aux infirmiers, et donc l'idée c'était que chacun de ces professionnels pouvait proposer aux patients cet outil. Demain, par exemple, on pourra rajouter, alors je vois Jean-Pierre Cohen dans la salle, les chirurgiens avec l'arrivée de l'immunothérapie en néoadjuvant, par exemple dans le poumon. Donc on va voir comment on s'organise, parce que du coup, ça augmentera certainement aussi le nombre de patients. Et donc chaque professionnel peut proposer l'immunothérapie et le projet immunolearning, aux patients. Sur les inclusions, on a vu qu'on avait quelques... c'est pas des difficultés, parce que en fait, c'est ce qu'on a vu dans les présentations de ce matin sur le hors les murs avec le dépistage du poumon. On perd un peu de patients, donc ce qui est en fait normal, j'ai bien l'impression. Donc au départ, ça m'inquiétait un peu. Je me suis dit, les patients, on en perd quand même pas mal. Mais en fait, ça paraît tout à fait normal, parce que c'est ce qu'on retrouve un peu dans tous les centres. L'idée, c'était d'apporter... au départ, on a démarré sans tablette, c'est-à-dire que les patients utilisaient l'outil chez eux à domicile. Et puis là, depuis quelques semaines, on vient de mettre à disposition une tablette au sein de l'hôpital de jour qui permet en fait aux patients, pendant leur séance, de faire ce module. Voilà, donc on espère que les inclusions augmenteront grâce à cette tablette. On a, comme l'a dit Charlotte tout à l'heure, tout type de patients, avec certains qui refusent, d'autres qui sont au contraire très demandeurs. Et donc l'idée après, c'est avec un peu plus de recul, pouvoir analyser plus finement ces résultats, pour pouvoir adapter aussi les organisations, l'outil éventuellement, pour toucher un maximum de patients et être le plus utile possible dans cette démarche. Voilà. Merci. Je vais laisser la place à Françoise de Crozal pour Avignon. Bonjour, donc Françoise de Crozal, pharmacienne à l'Institut du cancer Avignon-Provence. Toujours dans cette même dynamique, nous, on a instauré sur Avignon, sur l'Institut du cancer, les consultations pharmaceutiques pour les thérapies orales très tôt, dès 2011. Et dès 2015, on a instauré les premières consultations pharmaceutiques sur les patients débutants l'immuno, pour des raisons variées, je dirais. D'une part, parce qu'on a vu un certain nombre de nos patients qui étaient encore sous corticoïdes à l'époque, qui commençaient de l'immuno, et nos oncologues nous ont dit il vous faut nous aider à checker ça. Et pour détecter, en tout cas prévenir les effets secondaires dont en 2015 on maîtrisait un peu moins qu'aujourd'hui. Donc du coup, on avait instauré ça pour mettre ça, mais comme vous le savez, nos patients partaient avec une consultation simplement orale, d'accord, et repartaient à la maison avec peu de choses, en tout cas une liasse de papier sur tous leurs rendez-vous. Et le fait de mettre un papier en plus sur pourquoi j'ai de l'immuno, etc., on l'a vite abandonné parce que les patients ne le lisaient pas. Donc du coup, au fil du temps, on s'est aperçu aussi qu'il fallait laisser une trace à nos patients, d'où le projet Immunolearning et l'idée d'instaurer une autre façon d'appréhender l'immunothérapie pour nos patients.
Donc, on a commencé à mettre l'immuno-learning dès janvier. Alors, nous, on a la chance d'avoir déjà nos hôpitaux de jour, enfin, notre hôpital de jour équipé de tablettes. Donc, au départ, au moment de la consultation pharmaceutique, on a maintenu la consultation d'instauration d'immunothérapie pharmaceutique et on propose aux patients est-ce que vous voulez en savoir plus ou est-ce que vous voulez participer au projet immuno-learning? Et comme dans tous les patients connectés, on a un taux d'échec, des patients qui nous disent mais je ne veux pas en savoir plus, mais j'ai déjà eu l'information de mon oncologue, j'ai déjà la vôtre, je veux pas aller plus loin. Donc déjà ces patients-là, nous par définition, on les collige avec le taux, j'allais dire un taux d'échec, mais c'est pas un taux d'échec, c'est juste un respect du souhait du patient. Et par contre, pour ceux qui montrent un intérêt, d'accord, c'est d'aller plus loin. Et à ce moment-là, on a la chance, nous aussi, d'avoir une attachée de recherche clinique au sein de la pharmacie. Et ce projet-là est lié à la recherche clinique. Et le pharmacien propose l'immuno-learning. Et c'est notre attaché de recherche clinique qui fait le suivi à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, ça marche, on propose systématiquement avec quand même un taux d'échec comme partout. Aujourd'hui, on a aussi la concurrence dans nos HDJ puisqu'on commence à mettre des casques de réalité virtuelle pour occuper nos patients pendant qu'ils attendent la chimio ou pendant qu'ils perfusent. Donc, quelle est la concurrence à ce niveau-là? Mais en tout cas, ils repartent et ils savent qu'ils peuvent utiliser ça à la maison. Et l'idée aujourd'hui, c'est aussi d'aller plus loin parce que nous aussi, on fait beaucoup de tumeurs solides et quand vous proposez ce genre d'outils à certains de nos patients et notamment ORL, vous sentez bien que la consultation immunopharmaceutique, elle dure 2 minutes parce que ça ne sert à rien, même s'ils ne sont pas tous comme ça. Mais par contre, à côté de ça, il y a des aidants souvent à côté. Et je pense que la place de l'aidant dans ce projet, on propose automatiquement à l'aidant s'il veut s'emparer de ça. Donc ça aussi, on va essayer de le répercuter et voire même d'aller plus loin au niveau des soignants libéraux qui prennent en charge nos patients et notamment nos IDE libérales, d'avoir un minimum de données sur ça. Je pense que ça pourrait être une option pour le futur et pour vulgariser l'immuno et arriver à détecter le plus précocement les effets secondaires. Donc voici notre organisation sur l'ICAP à Avignon. Merci. Et juste en guise de petite conclusion, donc du coup, on a quelques données, je ne vous les ai pas toutes présentées, mais qui nous permettent de voir quand même que ça améliore les connaissances des patients sur son traitement par l'immunothérapie et du coup sur les effets secondaires. Donc avoir après tout ça, le but est d'aller un peu plus loin, de vraiment monter un projet de recherche sur l'impact que ça a sur le parcours de soins du patient. Pour l'instant, les premiers résultats, en tout cas l'enquête satisfaction, ça a l'air d'être, le format digital d'éducation en santé a l'air d'être une solution qui est relativement bien acceptée par les patients. Il y a 95% donc, qui sont satisfaits ou très satisfaits de l'outil, 91% qui trouvent la formation utile ou très utile et 100% des patients sont assez unanimes et recommandent la formation. Donc bien évidemment, ça c'est des patients qui sont arrivés jusqu'au bout de la formation, parce que ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que c'est un parcours fléché et le patient ne peut pas se balader comme il veut, il doit faire les modules dans un certain ordre. Et on en a parlé, est-ce que, c'est ça, c'est quelque chose qui va aussi être étudié est-ce que les patients utilisent plus l'outil à l'hôpital de jour ou alors quand il est à la maison, et est-ce que ça améliore aussi l'adhésion de l'outil. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup à vous trois pour cette belle présentation et surtout la création et le développement de cet outil. Je pense que vous pouvez vous asseoir. C'est vrai que pour les patients, on sait que l'accès à l'information, il peut être assez difficile et qu'ils ont tendance à aller chercher les infos un peu partout. Pas forcément tout au début de leur prise en charge parce qu'il y a beaucoup d'infos, mais du coup ça peut venir un peu après. Et l'intérêt de cet outil qui est consultable aussi bien directement en HDJ ou même a posteriori à la maison a un réel intérêt, je pense, pour eux. Et y compris aussi pour les accompagnants qui peuvent du coup aussi se renseigner et aider au niveau de l'accès aux informations. Ça évite la navigation sur Doctissimo et compagnie dont on a parlé tout à l'heure.
Et puis aussi, je pense qu'il y a certains établissements qui ont développé des programmes de TP pour justement faire ça auprès des patients, mais ça nécessite des ressources humaines, du temps, des créneaux dédiés. Donc voilà, merci, bravo pour le développement de ce projet. Tu en as un petit peu parlé, Charlotte, du coup, au niveau des freins d'accès, puisque donc, tu l'as dit à la fin, il y a une très grande satisfaction des patients. Est-ce que du coup, le questionnaire de satisfaction, il ne pourrait pas avoir lieu peut-être de façon un peu intermédiaire pour connaître les freins de pourquoi est-ce que les patients n'ont pas poursuivi, pourquoi ils se sont arrêtés. On a vu qu'il y en a beaucoup qui font les phases d'introduction, puis après, voilà, est-ce que c'est parce que c'est trop lourd? Et du coup, en complément à ça, est-ce que vous avez évalué le temps qu'il faut en fait aux patients pour les modules? Parce que parfois, il y a le petit créneau horaire, le temps pour chaque module. Là, je n'ai pas vu. Donc, voilà. Oui, alors, oui, alors déjà pour répondre à la première question, effectivement, c'est vrai qu'on avait inclus cette enquête de satisfaction qui se trouve à la fin de l'outil, et donc du coup on capte que les patients en plus qui sont arrivés en fin de parcours, donc peut-être que ça peut aussi un peu biaiser la chose, parce que bon, pour arriver jusqu'au bout, du coup c'était quand même des patients qui étaient qui ont adhéré en fait à l'outil. On a mis en place, mais qui n'est pas directement sur la plateforme, effectivement, quand on a vu qu'on avait 50% des patients que au final ils se connectaient pas, on s'est dit allez, on va aller mettre aussi en place un questionnaire qui va nous permettre de repérer les freins et quel levier derrière on peut lever du coup pour ces freins. Donc effectivement, on est allé rencontrer les patients qui ne s'étaient pas connectés, ou alors ceux qui s'étaient connectés mais qui n'avaient pas poursuivi la formation, et ce qui en ressort c'est des résultats que j'ai pas présentés, mais ce qui en ressort en majorité, c'est que beaucoup c'est de l'oubli, du manque de temps. Donc tout ça, on a réfléchi aussi à des systèmes de mise en place de rappel et d'alerte. Après, il y a la toxicité aussi qui vient se mettre en place sur tout ça, donc des patients qui vont avoir du coup des effets indésirables et qui sont impactés dans leur qualité de vie. Bon là, l'immunolearning, je pense que c'est le cadet de leurs soucis. Voilà, donc oui, on est allé rechercher un peu les causes en fait. En allant les voir du coup en HDJ lors de leur visite d'après, ou en les contactant par téléphone, ou c'était on l'a, majoritairement c'était, alors je sais que vous c'était les deux, moi c'est vrai que je me suis beaucoup déplacée sur l'hôpital de jour pour aller les rencontrer, pour ensuite aussi avoir un peu des verbatim patients et voir un peu aussi comment ils avaient trouver cela, parce que vraiment c'est une première phase de test, et pour voir un peu comment c'était accepté auprès des patients et est-ce que ça leur paraissait utile, pas du tout, et la deuxième question c'était sur le temps passé, sur le temps. Donc là, oui, bien sûr, ça c'est quelque chose que l'on regarde, puisqu'en fait il y a tout qui est timé, monitoré sur la plateforme, et en gros, alors la moyenne, si on prend tout avancement confondu, c'est à peu près 45 minutes, mais tout avancement confondu, alors que si on regarde les patients qui ont terminé la formation, ils ont quand même mis à peu près 90 minutes, donc 1h30. Donc là aussi se pose cette question de la durée de formation. Donc après, c'est vrai que c'est un peu difficile à savoir, parce qu'il y a beaucoup de rubriques en savoir plus, et si effectivement les patients font vraiment tout le parcours avec tout le en savoir plus, effectivement c'est quand même c'est très riche en fait au final en information. Donc se pose aussi un peu la durée. Voilà. Il y a des questions? Oui, c'est très intéressant, puisqu'en fait, vous avez été très en avance sur la mise en place de télésurveillance, en fait. Donc, c'est clair qu'après, il y a des solutions beaucoup plus larges qui c'est par exemple celle qu'on a pris. Mais on l'a fait aussi avec Résilience. On voit qu'on a des taux d'abandon ou des taux de refus et qui ne sont pas souvent les patients qu'on imaginait. C'est ce que je disais tout à l'heure sur les sujets âgés. En fait, les sujets âgés adhèrent complètement à l'outil, alors que des fois, des gens qui sont finalement très connectés s'en éloignent. Donc, on a mis également, nous, dans nos tableaux de recrutement, de regarder pour quels étaient les motifs de refus. Et puis aussi, et c'est là où je pense que l'intelligence artificielle fera le travail qu'on n'est pas capable de faire, mais de détecter qu'est-ce qui génère de l'angoisse et qu'est-ce qui génère de la réassurance.
c'est que moi, je pars toujours du principe, mais peut-être à tort, qu'un questionnaire envoyé le vendredi soir va être générateur d'angoisse pour le week-end, alors qu'en fait, on a des patients qui sont rassurés d'avoir le questionnaire parce que ça veut dire qu'ils vont avoir une réponse que tout va bien. Et comme quoi, tous les gens sont très très différents et si on arrive à implémenter la modification de la réponse de l'infirmière coordinatrice aux alertes ou à la réassurance de l'outil, c'est là où on voit si on peut modifier nos questionnaires, et ça je pense que c'est l'IA qui sera capable de le faire, pour qu'il y ait un gain pour le patient mais aussi un gain pour nous. Parce que si on dit, quand le patient a répondu à chaque fois tout va bien, tout va bien, tout va bien, nous on est rassurés, mais il y a des choses où il n'arrive pas à nous dire que ça ne va pas en fait. Et dans les effets secondaires, moi j'ai une patiente, elle répète ses effets secondaires sans arrêt. Alors que c'est les mêmes, ils n'ont pas bougé depuis 6 mois. Mais elle m'a dit, mais en fait c'est pénible ce questionnaire parce que à chaque fois ça me refait penser à mes effets secondaires. Et donc c'est là où en fait il faut qu'on sache adapter à nos pratiques et pour au final s'intéresser aussi aux patients, pas qu'à nos marqueurs d'évaluation. Juste une autre question, une autre interrogation qu'on se pose aussi, c'est que nous, on a tendance à la proposer comme les applications numériques de télésuivi au tout début, c'est-à-dire pour les thérapies et l'immuno au premier cycle, alors que les patients, je pense, se sont inondés d'informations. Et là, il y a plusieurs patientes qui m'ont refusé au cycle 1 en me disant non, là, j'ai trop d'infos, mais par contre, au bout d'un mois, 2 mois, quand j'aurai quand j'aurai un peu accepté tout ce qui m'arrive, je vous assure que ça répondra à ma demande, alors que je pense que nous, on est tellement contents de leur dire on va vous télésuivre, on va vous proposer ça. Il faut laisser le temps à nos patients à accepter ce qui se passe. Et je pense que là, la prochaine étape, c'est peut-être voir les patients qui seraient prêts au bout de 2 mois d'avoir accepté la prise en charge, de dire écoutez, est-ce que vous acceptez le télésuivi? Alors nous, on a fait le choix d'une autre, mais peu importe. Et l'immuno-learning, peut-être pas aussi au premier cycle, parce que ils ont de l'information de tout le monde dans nos parcours, vous, oncologues, les IDEC, et à un moment, il y a trop d'infos. Et quand on passe les derniers, en tout cas comme nous, c'est « Ah non, là, ça suffit ». Mais c'est exactement ça. Et en fait, nous, on a fait, pour l'offre de télésurveillance qu'on a choisie, en fait, sur l'oncologie thoracique, on a boosté sur les patients qui étaient déjà suivis, alors que les oncos ont choisi les gens au diagnostic qui étaient pris en charge par l'IPA. Et en fait, ils ont un taux de refus beaucoup plus important pour ça, parce qu'en fait, les patients sont submergés par le diagnostic. Il y a énormément d'infos qui leur sont données en même temps, alors qu'en fait, quand ils sont assis dans leur maladie, en fait, ça les rassure parce que ça les conforte dans le fait qu'ils vont bien. Alors qu'en fait, le début, et elles sont noyées dans les alertes parce qu'il y a énormément, les IDEC sont noyés dans les alertes, les IPA, parce qu'au début, il y a beaucoup d'alertes, alors qu'en fait, quand ça devient la routine du cancer, et on peut le dire avec les maladies chroniques, c'est un outil qui est très, très aidant, au contraire. Si je peux poser une dernière question, déjà merci pour vos présentations, parce qu'elles sont vraiment très impressionnantes sur l'organisation des parcours de soins. On se rend compte que ça, c'est probablement au moins aussi important que l'innovation thérapeutique en elle-même et que ça fait vraiment partie de la mise en place. Alors, une question, c'est comment vous faites pour les patients qui sont peu connectés? Alors même si Clarisse, tu nous expliques que les personnes âgées sont beaucoup plus... adhèrent plus. Alors moi, c'est pas l'expérience que j'en ai sur des pathologies chez les plus jeunes. Et quand on regarde le taux de gens qui sont accrochés à des smartphones ou qui vont sur de l'informatique, au-delà de 70 ans, on est aux alentours de 65%, entre 55 et 65%, alors qu'on est à 95% chez les plus jeunes. Moi, j'ai fait beaucoup d'endométriose. Les patientes, elles adhéraient quasiment toutes, mais elles avaient le temps, comme tu disais, de rentrer dans la pathologie. Comment vous faites après sur les plateformes pour mettre à jour les informations? J'ai toujours trouvé ça très compliqué d'avoir des informations qui soient à jour sur des filières où il y a des noms qui sont présentés, où il y a des gens qui sont là et les gens tournent. Qui s'occupe de ça? Qui fait cette veille-là? Comment vous vous êtes organisé? Parce que ça, moi, ça me semble un vrai problème. Et quand on regarde ce qu'on est en train de faire là, il y a 25 ans, ça marchait déjà. C'est-à-dire que moi, quand j'allais voir des ophtalmos il y a 25 ans, il y avait déjà des petits films qui expliquaient tout ce qu'on avait fait. Alors, c'était souvent des organisations
personnel, de gens qui en avaient marre de répéter la même chose. Et vous avez donné tout à l'heure un exemple, enfin, vous avez dit, il faut qu'on regarde aussi avec les aidants. Est-ce que vous avez évalué ce que comprenaient les aidants pour aider les gens qui étaient là, qui sont plus vieux, et voilà, et comment vous les avez mis en place? Voilà. Bon, j'avais encore plein de questions, mais si déjà ça, si c'est quelques questions, ça m'intéresserait. Je vais juste répondre. Je ne mets pas que des sujets âgés dans mon offre de télésurveillance. Mais en fait, on a remarqué sur les 150 patients qu'on a mis sur la cancérologie thoracique, on a 60% des patients qui sont au-dessus de 70 ans. 60% au-dessus de 70 ans. Et en fait, ce n'est pas le fait d'être capable de se connecter, c'est d'en avoir l'utilité. En fait, tout le monde a un smartphone. Les jeunes, ils viennent, on est enregistré en consultation. Maintenant, on part d'un prérequis. Hein. Moi, quand on pose le téléphone sur la table, je sais ce qu'ils sont en train de faire. Je ne le dis même pas. D'accord. Je sais qu'on enregistre. C'est devenu une habitude. En revanche, ils en ont. Comme c'est un outil qu'ils utilisent pour commander sur Amazon, pour mettre des posts sur Facebook, etc., ils sont plutôt dans l'immédiateté de la solution. C'est-à-dire qu'ils ont un problème, ils veulent la réponse dans l'immédiat. Et donc, ces outils-là ne leur apportent pas la réponse qu'ils veulent, en fait, parce que donc, finalement, ils répondent à leur questionnaire, mais c'est une lourdeur, parce qu'en fait, eux, ils en foutaient de ce qu'ils voulaient. Alors qu'en fait, les sujets âgés ou les sujets qui sont plus très focalisés sur leur maladie, en fait, ce type d'outil va, permettre d'appréhender leurs effets secondaires et se rassurer dans la routine de leur maladie. Donc, je pense que c'est plutôt là où, en fait, on va arriver à améliorer la compliance à ces outils-là en repérant les populations qui en ont vraiment besoin sans que ça devienne une charge. Donc ça, Voilà. tu es en train d'expliquer qu'en fait, ce type d'élément n'est pas assez rapide et efficace pour des jeunes qui veulent de l'immédiateté. Tout à fait. Et en fait, je pense que c'est... Et après, quand on s'améliore, et ça peut être la faiblesse des outils qu'on avait avant, parce qu'effectivement, ça existe depuis 200... Et tous les industriels du médicament nous ont proposé à chaque fois l'offre de télésuivi avec la hotline. Les patients, ils ne veulent pas la hotline qu'ils ne connaissent pas, ils veulent la personne qui les suit dans leur équipe de coordination de soins. Et quand ils ont une question, ils n'ont pas une seule question. Ils ont alors le bon de transport qu'ils n'ont plus. Est-ce qu'on peut décaler mon rendez-vous du scanner? Est-ce que j'ai pas mangé la semaine dernière, mais j'ai maigri de 2 kilos, mais après je les ai repris, mais en fait ça me gratte au bout du pied. Et donc en fait, ils ont un flot de questions. Et ce qu'on voit, ce que l'infirmière coordinatrice a à répondre, mais moi je vois quand elle me tague pour une alerte, des fois c'est rien du tout. Et avec l'habitude, il n'y a plus d'alerte en fait dans le suivi. Alors qu'à l'initiation du traitement, il y a des alertes tout le temps. Après, je dirais qu'il y a la messagerie qui marche bien aussi sur ces applications, d'accord? Et que, bon, nous, on n'a pas trop de recul, mais on doit être à une centaine de patients en suivi à peu près aujourd'hui. Et la messagerie, quand elle marche bien, et que le contact, parce que là, comme vous disiez, ils savent à qui ils parlent, même si on est derrière une messagerie, ben, on communique hyper rapidement comme dans le monde d'aujourd'hui. Mais par contre, il y a une organisation derrière, c'est-à-dire que la patiente nous envoie une alerte rouge, d'accord, automatiquement on appelle, et après ça se termine non plus en appel mais en messagerie, parce qu'on n'appelle plus maintenant, mais on fait un message, parce que les patients sont connectés, et finalement vous ne percevez pas que c'est du rouge, mais c'est un vert, mais le rouge était il y a 8 jours, donc voilà. Donc les messageries, quand elles marchent bien sur ces applications, franchement, c'est un gain de temps à tout niveau, et les patients savent qu'à un moment, après, il faut la limite du temps comme partout, hein, parce que sinon, vous êtes connecté H24. Mais à un moment, la messagerie, pour nous, a été hyper positive à ce niveau-là. Bon. Et en limite de temps, puisque du coup, peut-être en 2 mots, Charlotte, juste pour la mise à jour, mais vraiment 2 mots rapides. Alors là, c'est vrai que pour le coup, la mise à jour, enfin depuis le développement de l'outil, on n'a pas forcément fait de mise à jour, mais c'est quand même parce qu'il est quand même assez récent. Après, ça reprend des informations qui sont pour le coup
validés, qui sont assez basiques, entre guillemets. Pour les indications, etc., on s'était déjà couvert sur le fait que de toute façon, ça n'arrêtait pas d'être exponentiel. Donc, la liste qu'on donne, on sait qu'elle est pas exhaustive, et ça, on le dit bien. Après, il y a mise à jour toujours possible à partir du moment où il y a des financements pour nous aider à mettre en place des nouveaux modules aussi, notamment sur la vie quotidienne, etc. Il y a plein de choses à faire, et mise à jour des données sur une plateforme comme celle-ci, oui, c'est possible à partir du moment où il y a un financement aussi avec la société qui nous développe l'outil. Super, concis, rapide. Parfait. Ouais. Merci à tous en tout cas pour vos présentations, et puis je crois que c'est l'heure de passer à la suite.